me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just. Nous allons maintenant avoir une deuxième table ronde intitulée Financement et international, comment viser grand et mondial. Pour commencer, nous allons regarder une vidéo toujours du film We Love Entrepreneur sur la chaîne de financement et j'appellerai ensuite Christine Lejoux, journaliste à la Tribune aussi, qui montera avec ses participants à sa table ronde. Merci. La croissance des startups est fortement consommatrice de cash. La recherche de fonds fait partie du parcours de l'entrepreneur. En 15 ans, la chaîne de financement s'est renouvelée. Les entrepreneurs pionniers de l'Internet se transforment en passeurs de relais et en contributeurs actifs de l'écosystème. Ces entrepreneurs mécènes, pour qui l'argent n'est plus un tabou, sont aussi des mentors précieux. Je suis un modeste business angel, c'est-à-dire que j'essaie d'abord de démontrer que je crois aux gens, éventuellement de mettre leurs pieds sur un étrier, mais les vrais investisseurs sont des métiers de financiers qui d'abord ont des capacités bien supérieures aux miennes et qui ensuite gèrent de façon financière leur investissement. Moi, je ne les gère pas. Moi, je tente simplement d'être précisément ces agents déclencheurs, ces catalyseurs qui peuvent aider les gens à passer de l'idée à l'acte. Je vois mon rôle un peu comme celui d'un producteur de cinéma qui essaye d'identifier des talents, d'assembler des projets et puis de les financer. Un métier où il y a beaucoup de rationnel et puis à un moment donné une part d'intuition sur le fait que telle ou telle équipe va pouvoir conduire un projet à un joli succès. On est tous au service de l'entreprise. Il y a tout un ensemble de capacités de financement aujourd'hui qui est très large. La question de l'accélération est importante. Nous avons créé 15 pôles innovation, c'est-à-dire 15 endroits en France spécialisés pour accueillir des entrepreneurs innovants. Il y a de nouveaux modèles qui sont apparus, qui n'existaient pas il y a encore 2-3 ans, qui permettent aujourd'hui à un projet technologique d'être financé. Donc on a des solutions de crowdfunding qui permettent de financer un projet technologique simplement demandant à ses futurs clients de miser de l'argent sur l'avenir de ce projet. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'une équipe n'a plus forcément besoin d'aller voir des investisseurs pour lever leur premier argent en se diluant ou en donnant une partie de leur capital ou en acceptant des conditions un peu contraignantes. Christine, c'est à toi. Tu vas monter avec tes producteurs de cinéma. Je vous propose de monter sur le jingle. On se retrouve dans 40 minutes. Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonsoir. Voilà, prenez place. Il y a la parité dans cette table ronde. Donc, ah oui, d'accord, 2 femmes, 2 hommes. Okay. Merci, monsieur Laplane. Donc, je vous présente rapidement Denis Laplane, directeur de la clientèle entreprise et membre du comité exécutif de la Banque de détail France de BNP Paribas. Philippe Colombel, managing partner chez Partech Ventures. Céline Lazorte, fondatrice et présidente de Litchi. Et Véronique Jacques, vous êtes directrice du pôle investissement numérique chez BPI France, la banque publique d'investissement. Alors, en fait, on a eu envie, on l'a vu dans le film, le petit film, là, le financement dans la vie des startups, c'est le nerf de la guerre, hein, comme partout. Et cette table ronde, on a voulu l'intituler « Financement et international », parce qu'il y a quelques mois, on a interviewé Jean-Baptiste Rudel, qui est donc le fondateur et patron de Criteo, une réussite entrepreneuriale, hein, s'il en est. Et quand on lui a demandé quels conseils vous avez à donner à des jeunes entrepreneurs, voilà, tous ceux qui sont là, sa première réponse a été « il faut voir grand tout de suite, il faut avoir l'ambition tout de suite d'être un leader mondial ». Donc la question que je vais vous poser, c'est est-ce que l'internationalisation pour une start-up et l'internationalisation rapide tout de suite, c'est un impératif, quel que soit son secteur d'activité, quel que soit son degré de maturité. Vous, Céline, je crois que vous avez finalement internationalisé assez vite Litchi et Mangopé, que vous allez d'ailleurs nous présenter un petit peu. Oui, alors je rebondirai sur les propos de Jean-Baptiste. Je pense qu'il a raison, il faut avoir une vision large, internationale et pas avoir peur de rêver haut.
Par contre, il faut construire pas à pas, parce que l'international peut être aussi très casse-pipe, pour ne pas employer d'autres termes, très coûteux. Donc il faut trouver le bon moment, et je crois que ça c'est important d'être bien accompagné pour trouver le bon moment. Ce qu'on se racontait pour préparer la table ronde, c'est qu'en fait l'internationalisation de Litchi, elle est venue par ses clients, puisqu'au début le site était uniquement en français. Site de cagnotte en ligne, donc je précise parce que je ne l'ai pas fait. D'accord, Voilà. oui, bien sûr. Donc, service qui permet de collecter de l'argent à plusieurs, cadeaux d'anniversaire, pot de départ, pour une association, un événement de solidarité. Et donc, en fait, au début, le site était français. Et puis, quelqu'un a créé une cagnotte et a invité des copains expatriés à Londres, qui eux-mêmes ont invité des copains qui étaient anglais et qui, eux, ne comprenaient plus rien. Et donc, il leur faisait des screenshots en leur disant, pour participer à la cagnotte, il faut cliquer là, pour mettre son numéro de carte bleue, c'est là. Et donc là, on s'est dit, ah mince, quand même, on rate des clients, donc on a besoin d'offrir une opportunité plus globale. Mais qui dit internationalisation, dit aussi support client dans plusieurs langues, dit aussi adaptation locale, parce qu'on a beau être un business global et scalable, il y a quand même des adaptations locales, des moyens de paiement locaux, etc. Et tout ça peut être très consommateur de temps, donc je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu les épaules et la structure déjà établie pour le faire. Mais il faut surtout rêver grand dès le départ, ça, je partage son avis. D'accord, merci beaucoup. Denis Laplane, je crois que chez BNP Paribas, vous avez à peu près 1000 startups clientes. L'international, c'est quelque chose qui leur vient assez vite à l'esprit? Oui, on a 1000 startups qui sont clientes de nos 15 pôles innovation. Alors c'est peut-être le fait qu'on soit une banque très internationalisée qui fait que peut-être on attire beaucoup de startups qui sont intéressées par l'international. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a plus de 50% de nos startups qui viennent nous voir avec un projet international dès le début. Je crois que c'est dû aussi au fait que bien souvent les startups ont des idées qui sont des idées nouvelles, donc des idées de niche, et qui cherchent tout de suite à effectivement à voir plus loin. Et c'est d'ailleurs, on les encourage à ça, c'est-à-dire quand on les accueille dans nos pôles innovation, puisque là on a, je dirais, fabriqué une fonction de banquier un peu différente. On ne s'adresse pas à une start-up sans bilan, sans chiffre d'affaires, comme on s'adresse à une entreprise déjà très établie. Donc ce que l'on vérifie avec elles, je dirais, c'est la solidité de leur projet. Et la solidité de leur projet, c'est effectivement l'idée, la façon dont elles l'ont validé, c'est l'équipe, la complémentarité de l'équipe, et c'est la façon dont elles arrivent à convaincre ou des investisseurs ou des business angels pour démarrer dès le début, parce qu'on sait que l'international va engager effectivement beaucoup plus de capitaux. Merci. Véronique Jacques, je crois que vous faites le même constat. Donc vous êtes responsable du fonds Ambition Numérique. Et je crois que parmi la vingtaine de startups qui est en portefeuille, l'international, c'est très important en fait. Effectivement, donc dans mon activité directe qui est d'investir dans des startups du domaine numérique, je dirais la quasi-totalité des startups dans lesquelles on a investi sont déjà engagées dans une démarche effectivement internationale, et plus de la moitié ont déjà une implantation à l'international. Donc c'est vrai que ça fait partie de l'ADN des startups que l'on sélectionne. Pourquoi? Parce qu'effectivement dans le domaine numérique, vous avez des offres qui évoluent très vite, des marchés, des business models qui évoluent très vite, et il faut gagner des parts de marché rapidement, et l'échelle du territoire France est tout de suite trop étroite. Il faut effectivement voir plus grand. Alors c'est souvent les États-Unis, mais ce n'est pas uniquement les États-Unis, ça peut être un développement très rapide déjà en Europe pour gagner une certaine taille critique. Voilà. Merci beaucoup. Philippe, je crois que quand vous investissez dans des startups aussi, très tôt, la problématique de l'internationalisation se pose, tout au moins de leur part. Après, je ne sais pas si vous leur conseillez d'y aller, suivant leurs spécificités. Oui, parce que tout le monde parle de l'international comme étant quasiment obligatoire, et je pense que c'est un très très mauvais raccourci intellectuel. Je vais essayer rapidement d'être un peu plus nuancé que les propos qu'on lit trop souvent. En fait, il y a 3 types de pays et 2 types de start-up. Si vous avez un petit pays, un pays de taille moyenne, et un grand pays. Grand pays, les États-Unis, que ce soit en B2C ou en B2B, ils se moquent de l'international. Ils ont un immense marché intérieur, et les entreprises, en général, on le voit, elles rentrent en bourse, sur le Nasdaq ou le NYSE, et ensuite elles pensent international. Parce qu'elles ont la chance d'avoir un immense marché intérieur.
Ensuite, vous avez à l'inverse les petits pays. Ben, les petits pays, c'est très simple, c'est qu'en B2B, en B2C, ils ont très peu de marché intérieur. On peut prendre les pays scandinaves ou Israël. Pays scandinaves qui ont donné par exemple des sites de musique très connus, concurrents de Deezer, ou des initiatives en logiciel pour Israël extrêmement réputées en ce domaine. Dans ces cas-là, ils n'ont pas de marché intérieur, ils n'ont pas d'autre choix que l'international. On peut remarquer quand même de manière encore un peu plus nuancée que la plupart des startups israéliennes sont bien meilleures en B2B qu'en B2C. Donc de ne pas avoir de marché intérieur pour une startup B2C, ne pas avoir du tout de marché intérieur pour une startup B2C, c'est quand même un vrai handicap. Et puis il reste toujours le dilemme, c'est les pays de taille moyenne, comme la France. Et alors là, la tentation est grande en B2C de se dire je vais d'abord faire la France. Et puis on se rend compte qu'il n'y a pas la taille de marché, il n'y a pas la taille critique. Et en B2B, c'est souvent la même chose. Et donc dans des pays de taille moyenne, le danger, c'est de se dire qu'on a un marché intérieur suffisamment grand. Je vais vous prendre plusieurs exemples qu'on a pu surmonter. Par exemple, pour une entreprise comme Sigfox, dire je vais déployer un réseau d'Internet des objets, objets qui seront mondiaux et au nombre de bientôt 20 milliards sur un pays comme la France, c'est absurde et stupide. On n'a pas d'autre choix que d'aller à l'international. Je vous prends un exemple totalement différent, dans une entreprise d'ailleurs un peu fictive. Vous lancez sur le marché immobilier français, c'est déjà un immense marché. Et donc, il ne faut pas dire international, il faut vraiment réfléchir à la spécificité de sa start-up. En règle générale, néanmoins, il est très difficile, dans le cadre français maintenant, de faire une très belle entreprise sans aller à l'international. Mais ça ne veut pas dire n'importe quel international. Si on prend Blablacar, l'international, c'est la grande Europe, c'est certainement pas les États-Unis. Donc, moi, après 15 ans de métier, les réponses sont beaucoup plus nuancées. Merci beaucoup. Justement, Céline, vous avez peut-être envie de rebondir sur les propos de Philippe, qui dit l'international, oui, mais pas n'importe quel international. L'Europe, et d'ailleurs, c'est ce que disait, il est parti, mais Jacques-Antoine Grandjean tout à l'heure, qui disait, enfin voilà, l'avenir, c'est l'Europe, etc., et pas forcément encore plus loin. Vous, Litchi, et donc sa déclinaison professionnelle Mangopé, c'est uniquement en Europe. Hein, Oui, alors je vais répondre à votre question, mais il y a juste, pour compléter le propos de Philippe Colombel, si on se place du côté utilisateur, juste prenons quelque chose de très basique, vous parliez de Deezer et Spotify, et c'est intéressant parce que c'est vrai que Spotify, c'est traduit en français, on oublie que ce n'est pas un service français. Donc au final, le concurrent, il est à un clic et a juste une ouverture de page et d'un onglet. Et c'est en ça que le web a quand même diamétralement changé, puisque si je voulais acheter une marque berlinoise, il fallait soit que je prenne un avion, soit que je trouve un copain qui me ramène les super Converse. Moi, je me souviens, je réclamais à ma maman quand elle allait aux États-Unis de me ramener les Converse. Bon, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de changements, et souvent on oublie un peu de se mettre dans la place du consommateur, et finalement c'est quand même le plus évident. Dans le cadre de Litchi et Mangopé, on a fait le choix pour les deux produits, mais ça aurait pu être des choix différents, de se concentrer sur l'Europe. Alors pour plusieurs raisons. La première étant que l'Europe est relativement un océan bleu pour nos produits, ce qui n'est pas du tout le cas sur le marché US. Donc si on prend le cas de MangoPay, qui est une API de paiement dédiée au marketplace, donc un service de paiement pour les marketplaces. Alors on a vu Ulule tout à l'heure dans la vidéo qui fait partie de nos clients, on a parlé d'AfriMarket aussi, j'ai vu Brocante Lab dans les nominés. Pour parler de quelques-uns de nos clients. Donc MangoPay, l'Europe, c'est un marché entièrement vierge. Aux États-Unis, il doit y avoir une quinzaine de solutions qui se battent sur un marché ultra concurrentiel, certes 7 fois plus grand que la France, mais beaucoup plus concurrentiel, avec des marges bien inférieures pour des questions structurelles. Donc, quelle idée que d'aller se battre sur un marché US où on est moins fort, où on a moins de connaissances et où il y a plus de concurrence. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je pense que pour développer aux US, il faut que le fondateur ou le CEO soit présent aux US, au moins au démarrage du projet. C'est ce qu'ont fait toutes les personnes qui ont réussi sur le marché US. Oui, on parlait de Criteo, voilà, exactement. Et il faut énormément de financement, et probablement un financement US, et c'est encore le cas de Criteo.
Voilà. Après, l'Europe est pour moi un marché splendide parce que je trouve qu'en étant européen et en étant français, on comprend beaucoup mieux le morcellement de l'Europe que ne va le comprendre un Américain. Pour lui, il voit US, Europe, Asie, il ne fait pas de différenciation. Or, la France n'est pas l'Espagne, n'est pas les pays scandinaves, n'est pas l'Allemagne, n'est pas l'Angleterre. Donc ça nous donne une très belle longueur d'avance que de maîtriser l'Europe. Et puis c'est quand même plus facile parce qu'on a 1 heure d'avion de n'importe quelle capitale européenne quasiment. Donc la mobilité est aussi facilitée. Donc je crois qu'il faut savoir, en fonction de son entreprise, en fonction de son marché, savoir peser le pour et savoir peser le contre, et ne pas seulement rêver d'international et de rêver les US pour rêver les US. Malheureusement, la plupart des boîtes françaises qui ont développé aux US se sont quand même vautrées, donc il faut savoir aussi prendre quels sont les avantages et les inconvénients et les risques et les faiblesses d'aller sur un marché ou un autre. Merci Céline. Véronique Jacques, je crois que les propos de Céline peuvent faire écho effectivement chez vous. Tout à fait, effectivement. Je pense que ce que dit Céline est tout à fait juste. Effectivement, il y a un fort attrait, notamment des États-Unis, pour se développer. Et avant, effectivement, de se lancer dans cette aventure, il faut effectivement bien entendu chercher des conseils, chercher de l'accompagnement. Et ce que nous pouvons notamment faire chez BPI France, nous avons développé des programmes d'accompagnement, notamment totalement dédiés aux startups, fait vraiment sur mesure pour les startups. Il en existe un en particulier qui est fait pour les startups qui veulent démarrer leur activité aux US. Et au travers de ce programme, on y reviendra après. Absolument, donc, l'idée, effectivement, c'est bien entendu de donner des conseils, de donner des contacts, d'aider les entreprises dans leur démarche, les aider à prospecter les marchés, les aider déjà à se faire connaître, avant de prendre la grande décision qui est de s'implanter aux US ou de commencer effectivement à démarcher des clients et des grands comptes. C'est une étape qui est vraiment cruciale. Évidemment, le financement est important, mais peut-être avant effectivement de se poser cette question, il faut vraiment réfléchir à l'approche du marché. Est-ce qu'on va vraiment effectivement trouver des bons partenaires? Est-ce que quel modèle, quelle approche du marché direct, indirect on va prendre? Il y a tout un tas de questions à se poser auparavant. S'agissant des financements, là aussi, chez BPI France, on a toute une palette effectivement de financements qui sont adaptés aux besoins particuliers des entreprises qui veulent se développer à l'international. Alors, quand on est une start-up, ce sera plutôt des capitaux. Donc, fonds propres, on peut effectivement prendre des participations minoritaires. Alors, il s'agit de fonds maison, je m'occupe de l'un d'entre eux, mais c'est aussi en grande partie des fonds partenaires de BPI France, c'est-à-dire des fonds que l'on va financer, comme par exemple les Partech, qui est représenté ici par Philippe Colombel. Et quand vous avez aussi une offre qui couvre cette fois des produits de bas de bilan, des prêts. Il en existe des prêts innovation qui sont. Alors les prêts innovation, c'est tout à fait adapté pour des entreprises effectivement plutôt innovantes, qui n'ont pas encore maturité suffisante, je dirais, pour être éligibles à d'autres produits de financement dédiés à l'international, comme des prêts export. Et ce que l'on fait également chez BPI France, on travaille main dans la main avec la COFAS. Pour pouvoir effectivement offrir des produits financiers qui permettent de sécuriser votre développement en apportant des assurances, des garanties, par exemple des assurances prospection, des assurances sur vos premiers contrats de clients à l'étranger, des assurances sur les risques de change, ce genre de choses. Donc il y a vraiment toute une palette de financement adapté à tous les stades de la vie de l'entreprise, et y compris les startups, encore une fois. Merci beaucoup. Justement, Denis Laplane, ça va faire la transition avec vous, parce que c'est vrai que finalement, au tout début de la vie d'une start-up, c'est pas forcément la peine d'aller frapper à la porte d'une banque, parce que l'amorçage, c'est pas le métier d'une banque. En revanche, quand la start-up a déjà grandi, qu'elle commence à avoir une problématique d'internationalisation, là, elles peuvent venir vous voir. Et il y a des crédits spécifiques, etc., que vous pouvez leur proposer. Alors, l'amorçage, ce n'est pas le métier d'une banque. Mais vous en faites quand même indirectement. Voilà, c'est ça. C'est effectivement le choix qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a donc choisi d'investir dans des fonds d'amorçage régionaux. On a investi 20 millions d'euros en 2014, justement pour favoriser cet effet d'entraînement avec d'autres partenaires. Et effectivement, on constate que sur les premiers stades de développement,
au travers de l'amorçage, au travers des business angels, les choses se passent relativement bien. C'est le deuxième stade qui est un peu plus. C'est ce que disait Jacques-Antoine Grandjean tout à l'heure, effectivement. Sur l'internationalisation, je rejoins tout à fait les propos. C'est-à-dire que l'internationalisation génère des risques bien spécifiques. Il y a des risques, il y a à la fois des risques financiers, parce que l'internationalisation, c'est long. Ça demande beaucoup plus de travail, il faut être beaucoup plus présent sur place. Donc le retour sur investissement, si je puis dire, est pas visible rapidement. Donc ça, il faut le prévoir financièrement, il faut l'anticiper. C'est des risques aussi dans les moyens de paiement qui sont choisis, dans la qualité des partenaires. Donc ce premier risque financier doit être bien appréhendé. Il y a un autre risque qui est souvent sous-évalué, ce sont les risques juridiques. Parce qu'on n'est pas dans le même contexte juridique, les contrats ne sont pas les mêmes, les contrats de distribution, les contrats de partenariat, les contrats sur les marques. Donc tous ces risques doivent être solidement analysés en amont, avant vraiment de s'internationaliser. Et puis ensuite, effectivement, il y a toute une démarche d'accompagnement qui peut être développée. Et ces démarches d'accompagnement, c'est à la fois avec des business développeurs pour bien appréhender les marchés, mais ce sont aussi avec des avocats et des juristes locaux, ou enfin avec des experts comptables pour s'assurer que le start-upper ou l'entreprise qui s'installe maîtrise bien ses risques. Voilà. Et tout ça, il faut un réseau très, très important de partenaires. On en a dans 50 pays dans le monde, on le fait, et ça donne des choses extrêmement concrètes au-delà des aspects de financement. Je me souviens d'une petite entreprise qui avait des logiciels dans la gestion des réseaux routiers, des réseaux de maintenance, et qui, dans sa stratégie, voulait s'intéresser à l'Algérie. Bon. Donc, ils nous ont demandé de prendre des contacts avec les autorités algériennes, de prendre des contacts avec les autorités de gestion des autoroutes. On a organisé tout ça, on a identifié les partenaires, on a organisé les rendez-vous, on leur a apporté une aide lors des négociations. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on fasse. Une espèce de rôle de coach, d'accompagnateur. Voilà, exactement, et qui peut aller très très loin. Je me souviens d'une autre affaire qui s'est ouverte au Canada, une petite affaire qui s'est ouverte au Canada. Ils voulaient recruter 2 collaborateurs. On a, avec nos partenaires, recruté 2 collaborateurs qu'on a portés avec eux pendant les 6 premiers mois avant que la start-up soit à même de pouvoir les recruter eux-mêmes. Merci beaucoup. Alors, toujours sur notre problématique de financement, cette fois-ci au niveau du haut de bilan, ce que nous disait tout à l'heure Jacques-Antoine Grandjean, le patron de vente privée, c'est que c'est vrai, ces dernières années, l'écosystème du financement a quand même beaucoup évolué, mais au moins pour les débuts de la vie des startups, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de business angels, il y a des solutions comme le crowdfunding qui commencent à se développer, etc. Donc Jacques-Antoine disait... Finalement, pour créer une entreprise, il n'y a plus tellement de problèmes. C'est après, quand on veut la faire grandir, que les choses se compliquent. Et alors, justement, Philippe, vous, chez Partech, en début d'année, vous avez lancé un fonds, Partech Growth. Vous allez nous en parler, qui, justement, doit permettre d'aider ces startups qui sont déjà arrivées à un stade de maturité suffisant pour aller à l'international. Enfin, voilà, vous allez les aider à trouver les millions d'euros, plus de 10 millions d'euros qu'elles ont du mal à trouver auprès de fonds européens. Oui, alors je voulais juste revenir sur un sujet. C'est vrai que l'écosystème a beaucoup changé, mais ce n'est pas les business angels, ce n'est pas le crowdfunding. L'effort qui a été fait, c'est extraordinaire, ça a été un effort de l'État à travers BPI, tout à fait, c'est vrai, bien sûr. Avec les fonds d'amorçage. Le reste pèse très peu en comparaison. Oui, c'est vrai que BPI est présent effectivement dans les fonds d'amorçage via le FNA. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a eu un effort énorme de l'État, des pouvoirs publics là-dessus. Et la France a le meilleur système, le meilleur écosystème d'amorçage en Europe. Dans le numéro spécial de la Tribune, interview de Nicolas Dufour. Je souscris tout à fait. Si une entreprise ne trouve pas en amorçage et même en early stage de capitaux en France, le chef d'entreprise, à mon avis, avec les capitaux disponibles, doit se poser vraiment la question de la viabilité de son projet. Et donc, il faut quand même rendre un peu aussi justice à ce qui a été fait depuis 10 ans en France. Alors, c'est vrai que maintenant, le problème est repoussé vers le développement. Là encore, moi, mon constat, il est extrêmement modéré et nuancé parce que nous, on a lancé un fonds de 300 millions. C'est le plus gros fonds, de capital croissance, de grosses
en Europe continentale. Ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas de fonds de capital croissance en Allemagne, il n'y en a pas en Espagne, il n'y en a pas en Italie, il n'y en a pas en Scandinavie, et il y en a plusieurs en France. Et donc là encore, ça mérite quand même d'être dit, parce qu'en France, on a toujours tendance à regarder ce qui ne va pas, et il y a eu des efforts extraordinaires depuis quelques années. Alors c'est vrai que, de ce point de vue-là, la place française, la place parisienne, souffre encore de la comparaison par rapport à Londres, évidemment par rapport aux États-Unis. Mais c'est en train de changer. Et je souscris tout à fait. De toute façon, si aux États-Unis, il faut essayer de s'allier avec un très bon fonds européen et un fonds américain. Nous, c'est la stratégie qu'on va mettre en œuvre pour les entreprises à fort potentiel qu'on va accompagner aux États-Unis. Si je reviens un peu en amont, le vrai sujet, c'est de moins en moins le financement, c'est vraiment de trouver les projets ambitieux. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il faut le dire, il y a encore beaucoup d'entrepreneurs français qui pensent trop petit. Oui, c'est ce que dit par exemple, vous citiez l'interview de Nicolas Dufourcq, le patron de BPI France, qui dit bon, la France est un super pays d'entrepreneurs, elle n'a pas à rougir par rapport à la Silicon Valley, à Israël, mais ce qui manque peut-être encore, c'est l'esprit Magellan, enfin, l'envie de bâtir tout de suite des business plans mondiaux. Oui, mais c'est vrai, et en même temps, c'est difficile parce que on a quand même 15 ans de retard sur l'écosystème, et qu'est-ce qui manque encore en France? Ce qui manque encore en France, c'est le réseau de copinage de la Silicon Valley. C'est-à-dire que finalement, le monde s'arrête entre Berkeley et Stanford. Les VC ont vendu 10 boîtes aux grands groupes qui réinjectent de l'argent. Les uns siègent tous au bord des autres. Et finalement, les relations, elles se font de façon très informelle. On n'a pas ça, on n'a pas encore ça en Europe. On a pris 15 ans de retard au démarrage sur cette nouvelle révolution. Il faut l'accepter. Mais c'est ça vraiment c'est ça la différence fondamentale entre l'Europe et la Silicon Valley de ce point de vue-là. C'est surmontable. Il y a de plus en plus de très beaux projets. Il y avait eu Business Object, il y a Sigfox, Blablacar, il y a Criteo. Moi, j'ai financé une entreprise londonienne faite par des Français qui s'appelle Cantox sur l'échange. Ils visent mondial. Il y en a beaucoup d'autres dans les portefeuilles des VC européens. Et je pense que maintenant, c'est une question d'années avant qu'on ait nos dizaines de startups à 1 milliard. Merci beaucoup. Véronique Jacques, justement, Philippe disait que sur ce créneau qu'on appelle large venture, capital croissance, où on manque encore de fonds de très grande taille, mais il y en a justement de plus en plus quand même en Europe. BPI France, alors déjà, effectivement, vous avez mis de l'argent dans Partech Growth, et puis vous avez vous-même lancé votre propre fonds de large venture. Exactement, ça fait partie d'une politique effectivement cohérente, c'est-à-dire on a à la fois une action très forte et massive pour aider des équipes privées qui gèrent des fonds de capital innovation sur le territoire français. Et donc, Partech a pu bénéficier effectivement pour son projet de grosse capital d'un soutien de BPI France. Et on cherchera effectivement à faire émerger plusieurs fonds de cette nature en France. Et nous avons également élargi notre gamme d'intervention, je dirais, de fonds maison, en créant, donc c'était en fin 2012, début 2013, en créant le fonds Large Venture, qui est un fonds de 500 millions d'euros, qui effectivement a vocation à intervenir pour des tickets initiaux qui dépassent 10 millions d'euros et qui peut aller bien au-delà, jusqu'à même 30, 40, 50 millions d'euros. Et il intervient sur des profils d'entreprises encore très risqué. On est vraiment sur des entreprises à fort potentiel de croissance qui ne sont pas nécessairement rentables et qui sont dans des projets ambitieux. À titre d'exemple, effectivement, on parlait de Sigfox. Sigfox, c'est une société dans laquelle donc, le fonds Ambition Numérique que je pilote a investi déjà quelques années. Et en fait,
dans le cadre du refinancement de la société, refinancement qui effectivement avait l'ambition d'être très très massif, et d'ailleurs c'est le cas puisqu'on est allé à 80 millions d'euros, puis on est intervenu avec le fonds Ambition Numérique et le fonds Large Venture pour faire comme ça un effet de relais entre les différents fonds de la maison BPI France. Voilà. C'est ça l'idée. Et je ne fais que compléter, confirmer ce que disait Philippe Colombel sur la situation en fait, de l'industrie du capital innovation. Si on regarde effectivement les montants qui ont été investis par les fonds français de capital innovation, on est la première industrie en Europe. Hein, en termes de montants investis par les acteurs professionnels donc, du capital innovation. On est juste la deuxième si on regarde les montants investis dans les sociétés françaises. Hein, ça, c'est juste derrière le Royaume-Uni. Hein, donc, on a une place tout à fait, je dirais, qui n'a rien effectivement à envier aux autres pays européens. Philippe, je crois que vous voulez dire un mot. Mais là encore, c'est une question d'ambition. Nous, quand on a levé ce fonds au début de l'été, on n'a pas trouvé un seul intermédiaire financier pour nous accompagner. Ils nous ont tous dit, on visait 250, maintenant on vise 300. Tous les intermédiaires financiers qu'on a vus nous ont dit, c'est pas possible. Il n'y a pas de fonds comme ça en Europe continentale. C'est un first time team. Vous n'y arriverez jamais. Et finalement, on l'a levé en 4 mois. Donc, il faut aussi ne pas savoir écouter les conseillers. Très bien. Céline, quand vous avez justement voulu développer Litchi et Mangopé à l'international, ça a été compliqué de trouver de l'argent? Trouver de l'argent, non, c'est pas le plus difficile. Ouais. C'est plutôt quoi le plus difficile de le rentabiliser qui est moins facile, moins évident en tout cas. Non, je partage l'avis. Je pense qu'effectivement aujourd'hui il y a quand même pas mal de sources de financement. Il faut, c'est vrai, se remettre en question si on n'arrive pas à lever, mais il y a aussi parfois une méconnaissance sur... Il y a des projets qui fitent avec la levée de fonds et d'autres non. Il faudrait quand même que les gens comprennent que ce n'est pas forcément à cause d'eux, mais parce que le business ne répond pas à une énorme scalabilité, au fait qu'un investisseur attend un minimum, un multiple x10 sur son investissement, qui sont des questions structurelles. Donc trouver de l'argent pour grandir en Europe, c'est tout à fait envisageable. C'est même ce qu'on a fait. Alors nous, on avait fait le choix, quand on a fait notre levée en 2012, de partir avec Idinvest, qui était donc un des acteurs les mieux positionnés pour nous accompagner en Europe, et acteur français et à la fois avec beaucoup d'ampleur. Après, la difficulté finalement, elle est d'internationaliser, parce qu'on oublie que chaque pays, on recommence à zéro, quoi. Enfin, c'est quand un entrepreneur il démarre, il est dans le noir, puis petit à petit il finit par trouver son chemin. Et ben chaque pays c'est la même chose. Alors je repensais à l'Allemagne, puisque pour Litchi c'est le premier marché qu'on a. Alors c'était ambitieux parce que c'est souvent pas facile. Le marché allemand, c'est le premier marché sur lequel on a démarré. Des investissements locaux, des partenariats locaux, enfin vraiment un gros travail. Et je me souviens d'être à l'hôtel et de ne pas savoir même dire petit déjeuner, et d'être incapable de trouver la salle pour aller petit déjeuner, en me disant oh là, je suis bien barrée parce que je ne comprends pas un mot de ce qui se dit. Et donc chaque article de presse, il fallait qu'on me le traduise, chaque tweet c'est pareil, donc c'est pas forcément évident. Et ça, c'est des problématiques qui sont structurelles. Et même chose quand on a ouvert un bureau pour Mangopay à Londres en janvier dernier. Et ben à chaque fois que je retourne là-bas et que je fais une conférence, etc., je recommence de zéro. Et il n'y a pas d'historique de Litchi, il n'y a pas d'historique de Céline Lazort, mais on y arrive aussi. Je pense qu'on gagne un peu quand même en expérience. Donc l'international se fait, c'est pas la France puis l'international, c'est la France puis l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, etc. Mais pour en revenir au sujet du financement, je pense que oui, il y a de l'argent. Après, malheureusement, parfois il y a des projets qui ne fitent pas. Il y a toujours la question de savoir quelle est l'ambition de l'entrepreneur. Je partage aussi le fait que malheureusement, parfois, souvent, on manque d'ambition, mais c'est plutôt culturel. C'est-à-dire qu'on nous a toujours dit il ne faut pas être trop bon, il ne faut pas être mauvais, mais il ne faut pas être excellent, toujours un peu taper sur la tête, de non, il ne faut pas rêver trop fort. Il vaut mieux te faire à une vie moyenne. Donc c'est vrai que c'est difficile. Et moi-même, je pense qu'avec les années, mon ambition a décuplé parce qu'aussi, petit à petit, on finit par prendre confiance. Mais donc c'est des choses qu'on apprend, et finalement, quand on entreprend, son pire ennemi, c'est soi-même. Hein.
Merci beaucoup. Et Denis, je crois que vous voulez dire quelque chose. Oui, je voudrais revenir sur ce sujet parce que c'est vrai que les choses ont beaucoup bougé, y compris en termes de levée de fonds, que ce soit du côté de l'amorçage comme sur les deuxièmes levées de fonds ou troisième levées de fonds. On voit bien que les montants levés au-dessus de 10, 15 millions ont quand même augmenté de façon importante ces 2 dernières années. Et nous, ce qu'on constate sur le terrain au travers de nos pôles innovation, qu'on a ouvert il y a à peine 2 ans, on a 1000 startups qui sont devenues clientes. C'est-à-dire qu'on sent bien que le tissu entrepreneurial, que le tissu de la création est en train de bouger. Donc je suis quand même optimiste, ça va venir. Merci beaucoup. Donc, voilà, vous êtes des financiers, mais pas que. On a évoqué justement les problématiques d'accompagnement, parce que vous l'avez dit, Denis Laplane, tout à l'heure, se développer à l'international, c'est évidemment pas qu'une problématique de financement. Il y a plein de risques auxquels on ne songe pas forcément. Vous avez évoqué un peu votre rôle de coach, d'accompagnateur. Philippe, j'imagine que quand on est Partech, c'est-à-dire qu'on a la particularité d'être sur 3 géographies que sont Paris, Berlin, San Francisco. Justement, vous parliez tout à l'heure un peu du réseau en Silicon Valley. Ça, vous l'avez. Et donc, vous pouvez, au-delà du financement, aider les startups en leur ouvrant vos carnets d'adresses, en leur décodant un peu l'écosystème américain. Ça, c'est l'avantage de 30 ans de Silicon Valley et de pas mal de succès aux États-Unis. Donc, on connaît bien l'écosystème de la Silicon Valley. Mais d'abord, il faut que l'entrepreneur s'aide lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une recette pour un désastre absolu aux États-Unis, c'est que l'entrepreneur n'y aille pas. Ça, il y a peu de règles, mais celle-là, elle marche à peu près à tous les coups. Pourquoi ? Parce qu'en général, sinon, si l'entrepreneur n'y va pas, il embauche quelqu'un sur place qui va coûter cher, qui sera dans 99,99% des cas assez mauvais. Parce qu'un bon business développeur américain, il ne va pas aller dans une start-up inconnue. Et donc, on se retrouve finalement toujours avec le dernier tiers du marché. Et quand je dis tiers, je suis gentil. Donc, il faut que l'entrepreneur y aille. Il faut qu'il comprenne le marché local. Et ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est ce qu'on disait tous. Il faut que son produit soit compétitif localement. Il peut l'être naturellement parce qu'il est poussé à l'international. C'était le cas de Dailymotion. Dailymotion, au bout de 2 ans, il avait plus d'utilisateurs américains que français. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons majeures de l'échec d'Orange. Orange n'était pas capable d'accompagner Dailymotion. Orange n'était pas aux États-Unis, n'était pas sur la plupart des grands marchés où est Dailymotion. Donc, Dailymotion, c'était une entreprise par essence internationale parce que c'est une entreprise B2C poussé par ses clients, comme Spotify, comme Deezer. Donc il faut vraiment que l'entrepreneur comprenne s'il n'y a pas l'équivalent ou mieux localement. Et ça, les fonds peuvent l'aider. Les fonds peuvent lui dire, là, tu ne seras pas compétitif, c'est ce que tu disais. Litchi aux États-Unis, c'est absurde, 15 compétiteurs locaux, c'est juste un bain de sang programmé. Donc il faut savoir si on se différencie sur le marché, si on est compétitif, et là, les fonds sont très, très importants. Et avoir une présence locale, comprendre. Il y a un troisième élément qui rassure beaucoup les Américains, c'est quand un fonds comme nous, qui est des 2 côtés de l'Atlantique, s'engage. Parce que nous, en fait, on est des passeurs culturels. Quand ils arrivent en France, ils ont tous les clichés de la terre. Vous ne pouvez pas licencier, vous ne travaillez pas. Et donc, on a un rôle constant d'éducation sur le fait que les entrepreneurs français sont bons, ils parlent anglais, qu'on comprend l'écosystème local. Et ce rôle de pont entre les 2 cultures est un de nos grands atouts, en fait. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on n'a plus beau. Si, c'est bon. Véronique Jacques, justement, ce rôle de pont entre les 2 cultures, en l'occurrence française, américaine, chez BPI France, vous le faites notamment depuis 2 ans. Là, ça va être la 2e année avec un programme. Exactement, avec un programme dont je vous ai dit 2 mots. Il s'agit du programme UBI-IO. Donc, on a monté en partenariat avec Business France. C'est le nouveau nom de la fusion entre UBI France et puis l'Agence française des investissements internationaux. Donc, avec effectivement notre partenaire, nous avons monté ce programme spécifiquement dédié aux startups qui veulent démarrer aux US. Et ça les aide justement effectivement à éviter bien des choses trappes avant de se lancer effectivement dans la conquête du marché américain. Alors ça fonctionne comment ? C'est une promotion en fait. Donc il y a eu 8
startups sélectionnées en 2014. Il y en a 8 qui ont été sélectionnées, alors par un jury, je dirais, de haut niveau, mêlant des investisseurs, des entrepreneurs. Et en fait, on vise essentiellement, je dirais, 3 objectifs. Un, c'est comprendre la culture de la Silicon Valley, ce que disait effectivement Philippe, c'est essentiel. Et donc, pour ce faire, les startups, donc, pendant ce programme qui dure 10 semaines, vont être accompagnées par des mentors, des coachs, qui sont eux-mêmes souvent des entrepreneurs qui ont eu cette expérience aux États-Unis. Donc, ils vont balayer tous les sujets, depuis le développement produit jusqu'à la stratégie marketing. Ils vont aussi apprendre aux dirigeants de start-up à se présenter, à faire des pitchs. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Comprendre comment se vendre, se présenter aux acteurs de la Silicon Valley. Le deuxième objectif, c'est de trouver des partenaires commerciaux, trouver des clients. Et via ce programme, en fait, on arrive à mettre en contact les startups avec les plus gros acteurs de la Silicon Valley, les Cisco, les Salesforce, les eBay, les Qualcomm et autres. Et on est capable de mettre en place même des programmes vraiment sur mesure pour chaque start-up, adaptés effectivement à chaque activité. Et puis, je dirais, dernier objectif, on va aider la start-up à se faire connaître, je dirais même à faire le buzz sur le marché américain, en lui donnant l'occasion donc de se présenter, de faire des pitchs devant des parterres d'investisseurs, participer à des concours par exemple, et puis on lui permet de participer à des événements qui lui permettront de faire du networking avec d'autres acteurs, des acteurs de la Silicon Valley. Donc ça effectivement, la première promotion, on est revenu, les échos qu'on avait, c'était, mais ça a changé complètement ma vie, j'ai pu effectivement vraiment me rendre compte si oui ou non il y avait une traction sur le marché pour mon produit, et c'est vraiment perçu comme quelque chose d'absolument utile et très important avant de se lancer encore une fois dans un développement aux US. Céline, je ne sais pas si vous vouliez intervenir. Oui, c'était peut-être pour compléter. On parle beaucoup des États-Unis, il n'y a quand même pas que les États-Unis. Absolument. Non, alors ça n'a rien à voir avec votre propos. Mais de façon... enfin, pour un acteur français, le plus facile, c'est quand même de prendre le train et 2 heures plus tard, on est à Londres et on est sur un marché qui est parfois plus mature que le marché français, très développé, qui est plutôt très accueillant, moi je trouve, pour les startups internationales, qui n'a pas peur de risquer. Et donc en ça, il ne faut pas oublier aussi que... Et c'est quand même beaucoup plus facile. Monter dans le train Gare du Nord et faire 2 heures de train, on peut le faire dans la journée, 3 fois par semaine, ça ne pose pas de problème. Et je crois qu'il ne faut pas soumettre ça, et oublier ça, parce que c'est vrai que le fait d'être loin pour un entrepreneur, du coup, les choses deviennent très opaques. Et ça devient très compliqué parce qu'on ne sait pas comment la boîte est gérée, on ne sait pas comment les investissements sont faits, on ne sait pas quel est le mood entre les équipes. Et ce qui est finalement très important, puisque quand on parle start-up, 80% du temps, ça n'est que de l'humain. Il y a effectivement de la techno, mais la techno, elle est faite par les humains. Donc, c'est des choses qui sont très importantes et il faut savoir prendre la température des équipes, d'un marché et pas hésiter. Voilà. Donc, le marché anglo-saxon est aussi un marché très intéressant, le marché allemand aussi. Le marché anglo-saxon peut amener aux pays scandinaves, l'Allemagne à la Pologne, etc. Donc, l'Europe a quand même beaucoup d'enjeux, il ne faut pas l'oublier, et on a un petit peu lissé en ayant l'euro. Enfin, il y a des choses quand même qui facilitent. Alors il y a aussi tous les pièges dont vous avez parlé un petit peu. C'est pas les mêmes contrats de travail, c'est pas la même régulation, c'est pas la même taxation, ce qui est parfois pénible, mais ça reste plus facile de faire 2 heures de train que de faire 15 heures d'avion, quoi. Merci beaucoup. Denis, vous partagez cette opinion. Il n'y a pas que les États-Unis, évidemment, loin de là. Tout à l'heure, Johan Jaffray de l'atelier était là. Oui. C'est une filiale qui, depuis plus de 30 ans, accompagne les grands groupes sur à la fois leur veille technologique, mais aussi sur leur stratégie de transformation, si je puis dire. Ils sont implantés à San Francisco depuis très longtemps, où on a une filiale très importante, et aussi en Chine. Donc effectivement, la déclinaison de nos pôles innovation, on est en train de la déployer effectivement partout en Europe. Donc il n'y a pas que les États-Unis. Philippe, justement, Denis vient de parler de la Chine. Alors, je pense que vous êtes d'accord avec le fait effectivement qu'il n'y a pas que les États-Unis, il y a l'Europe, pas seulement non plus. Enfin, l'Asie, c'est vrai que. Est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, des territoires qui sont insuffisamment exploités par les startups françaises? Si, l'Asie, mais alors là, le gap culturel est encore plus important. Certes. Et il y a des barrières de langue
énormes, des barrières culturelles, des barrières juridiques. Nous, on a un peu d'expérience sur l'Asie. Par exemple, il faut savoir que l'avantage de Singapour, vous pouvez plaider en anglais, mais au Japon, vous pouvez plaider qu'en japonais. Enfin, il y a plein de choses trappes, et ça mérite une table ronde en soi. Merci. Et comme ça fait la transition. C'est parfait, puisque je crois que c'est la fin de notre table ronde. Donc, Absolument. Merci beaucoup, Christine. Merci à tous tes merci intervenants. à tous. Merci Je peux beaucoup. vous féliciter. Je vous invite à rejoindre la salle.